Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Enquête d'Europe. Dans cette émission, je vous emmène en Allemagne, un pays qui voit sa population décliner et qui cherche à attirer les cerveaux, notamment des pays en crise. Direction ensuite la Grande-Bretagne où le gouvernement conservateur de David Cameron fait la chasse aux étrangers clandestins, non sans susciter la polémique. Enfin, terminus au Portugal, un pays en crise qui cherche à attirer les riches retraités européens en les exonérant d'impôts. À l'heure des plans de rigueur, l'annonce fait grincer. Mais d'abord direction Lampedusa avec Jérôme Rabier, une petite île italienne qui voit tous les jours des corps de passagers clandestins s'échouer sur ses plages. Donc Jérôme, Lampedusa reste la porte d'entrée de l'immigration clandestine en Europe. Effectivement, Nora, puisque l'an dernier, c'est presque 25 000 migrants qui ont transité par cette petite île italienne. Donc le problème, il n'est pas nouveau, c'est juste qu'on parle de Lampedusa à chaque nouvelle tragédie de l'immigration, comme celle du 3 octobre dernier, où 366 personnes ont perdu la vie à quelques centaines de mètres des côtes italiennes. Alors les associations dénoncent un cimetière géant en Méditerranée, puisque lors des 20 dernières années, c'est presque 20 000 migrants qui ont perdu la vie dans cette mer Méditerranée. Donc on vous suit à Lampedusa. Plantés face à la mer, 366 arbres pour ne jamais oublier ce qui est arrivé à 600 mètres des côtes de Lampedusa le 3 octobre dernier. Un drame de l'immigration, comme cette île d'à peine 20 km², plus proche de la Tunisie que de la Sicile, en vit depuis 20 ans. Ici, l'arrivée ou la mort de migrants fait partie du quotidien. Vito Fiorino était en mer cette nuit-là quand, avec des amis, il a été réveillé par des cris. On apercevait une marée humaine à perte de vue. J'ai encore des frissons quand je repense à cette image. Ces personnes hurlaient, elles agitaient les bras en l'air. On en a remonté le plus possible sur mon petit bateau. Et quand on est rentré au port, qu'on les a sortis sur le quai, on nous a dit qu'on avait sauvé 47 personnes. Décidé à réagir, l'Europe dépêche sur place le président de la Commission européenne, José Manuel Barroso, avant le sommet européen du 25 octobre qui doit aborder la politique migratoire de l'UE. Mais à part remettre à juin prochain les discussions, après les élections européennes, rien n'est décidé. Rien n'a donc changé pour Lampedusa et ses 6000 habitants qui continuent de vivre au milieu des vestiges de ces traversées périlleuses. Nous sommes ici au cimetière de bateaux situé en plein centre-ville. C'est là que les bateaux des migrants sont mis après leurs arrivées au port. Ils sont jetés ici. Nous sommes en plein centre-ville, juste à côté du stade de foot, à 100 mètres de la mairie. C'est ça la réalité de Lampedusa. C'est ce que les habitants vivent tous les jours. Les images parlent d'elles-mêmes, non? C'est un spectacle désolant. On voit souvent des migrants venir fouiller là, à la recherche d'objets perdus. Mais il n'y a rien à sauver ici, même pas le bois des bateaux. Le sentiment d'abandon est vivace. Nous ne nous sentons pas italiens. Voilà la réponse des Lampédusiens qui l'affichent sur les murs de la ville. Dépourvue d'hôpital ou encore de tout à l'égout, l'île est sous-équipée. L'Europe est elle aussi accusée de ne rien faire pour ce territoire qui ne vit que de la pêche et du tourisme. Seule avancée depuis la catastrophe, l'Italie a décidé de renforcer sa surveillance en Méditerranée. Les bateaux des migrants sont désormais systématiquement secourus, même loin des côtes italiennes. Ce sont les gardes-côtes de Lampedusa qui en sont chargés. 7 navires, dont 4 d'intervention rapide et 75 hommes sous ses ordres. Voilà ce dont dispose le commandant Canarile pour mener à bien cette mission. Ce sont des unités navales construites avec des fonds européens et notre programme fait aussi partie d'un projet européen. À l'heure où je vous parle, nous avons effectué plusieurs centaines d'opérations de secours et rien que pour cette année, nous avons sauvé plus de 13 000 personnes. Une fois sauvés, direction le centre de rétention de l'île, prévu pour accueillir 250 personnes, alors qu'ils sont parfois plus de 1000. Combien de temps resteront-ils ici? La loi prévoit 72 heures, mais en réalité,
Cela dépend de la situation dans les autres centres en Italie. S'il ne restait pas des semaines, comme c'est parfois le cas, Lampedusa pourrait faire face sans conséquence sur l'économie locale, sur la vie de la population. On pourrait même être fier de sauver ces vies humaines. Un espoir partagé par la maire de la ville, qui a été plaidé à Bruxelles pour un véritable changement de politique européenne en matière d'immigration, car selon les règles actuelles, le pays d'arrivée doit gérer seul les demandes de droit d'asile des immigrés. L'Italie, comme d'autres pays du Sud, réclame une solidarité plus importante. Le futur de Lampedusa peut changer s'il change les politiques d'asile et si on change les politiques d'accueil. Si Lampedusa est respecté dans sa mission de sauver des gens et n'est plus seulement considéré comme une prison au milieu de la Méditerranée. Et si Lampedusa sort enfin de sa marginalité, on aura alors la possibilité de créer une vraie politique de cohésion sociale et d'intégration pour améliorer la vie des habitants. Un rêve entre les mains des dirigeants européens, pas pressés de parler d'immigration avant les élections européennes de mai prochain. Les drames en Méditerranée risquent pourtant encore de tourmenter leur conscience si rien n'est fait. Jérôme, qu'est-ce qui a changé depuis ce naufrage ? Alors, les autorités italiennes ont mis en place un plan d'urgence, l'opération Mare Nostrum. Le coût de ce dispositif, c'est 60 000 € par jour, donc il y a bien eu des moyens supplémentaires dégagés pour porter assistance aux bateaux en difficulté. Mais il y a aussi le problème de la politique des visas et notamment du droit d'asile. Effectivement, pour l'instant, il faut avoir posé le pied en Europe pour demander le droit d'asile. Donc, ils doivent traverser pour faire ces demandes. La maire de l'île de Lampedusa, Giusy Nicolini, qu'on a vu dans le reportage, elle prône un changement radical, que les demandes d'asile puissent être déposées dans les ambassades des pays européens, en Afrique, dans les pays d'origine, parce qu'actuellement, ces immigrés, ils viennent principalement de Syrie, de Libye, d'Érythrée et de Somalie, des pays pas vraiment démocratiques et auraient droit à ce droit d'asile. Et comme d'habitude, le rôle de l'agence Frontex, l'agence qui supervise la surveillance des frontières extérieures de l'Europe, a été critiqué. Et les États européens ont décidé d'aller plus loin lors d'un sommet qui s'est tenu quelques semaines après la catastrophe, avec la création d'Eurosur pour la surveillance des frontières de l'Europe en complément de Frontex. Alors, tout simplement, il va y avoir une coopération entre États, alors que jusqu'à maintenant, chaque État a la responsabilité de sa zone maritime. Mais ce programme, il est d'ores et déjà critiqué et les détracteurs insistent sur le fait que le budget de ces agences, il a été diminué lors du dernier vote du budget de l'Union européenne, placé sous le signe de l'austérité. Merci Jérôme. Merci Nora. L'Allemagne, c'est un peu le nouvel Eldorado des travailleurs immigrés. Pour faire face à son déficit chronique de main-d'œuvre, les entreprises font appel à des cerveaux étrangers, notamment dans les pays en crise au sud de l'Europe. Paul Bouffard s'est rendu en Bavière. Paul, dans quel but l'Allemagne va-t-elle chercher ces cerveaux étrangers ? Alors, c'est un phénomène qui prend de l'ampleur aujourd'hui. Celui de ces jeunes diplômés grecs, italiens, espagnols qui quittent leur pays natal pour rejoindre l'Eldorado allemand de l'emploi. L'Allemagne est vieillissante, elle est en plein déclin démographique. Une femme allemande sur 5 ne ferait pas d'enfants. Le pays manque de jeunes qualifiés et il va tout simplement les piquer aux pays d'Europe du Sud. Donc là, on vous suit à Nuremberg où vous vous êtes rendu avec Mélanie Bontemps. Exactement. 8h52, c'est un employé comme les autres qui passe les tourniquets. Depuis 2011, Christos travaille ici, près de Nuremberg, chez Siemens Energy. Mais l'ingénieur de 35 ans vient de loin. Il a fui la Grèce et sa crise. Du jour au lendemain, son salaire a été divisé par 2. Je n'ai pas mis beaucoup de temps à trouver du travail en Allemagne grâce à un chasseur de tête à Thessalonique, en Grèce. J'ai reçu une invitation de Siemens et j'ai eu un entretien d'embauche. Et un mois plus tard, Christos est en poste, expert en énergie sismique. Une immigration facilitée, il trouve son logement en ligne et les formalités administratives réglées par l'employeur. Ma fiancée est médecin, elle travaille actuellement en Grèce et nous avons prévu d'ailleurs qu'elle vienne ici en Allemagne et qu'elle cherche elle aussi un travail parce que nous voulons fonder une famille, notre famille ici.
L'entreprise crée même un pôle d'ingénieurs étrangers. Après avoir sonné l'austérité, les Allemands accueillent les cerveaux hellènes. Dans le service, 8 employés sur 10 sont originaires de Grèce. C'est devenu difficile de trouver des experts allemands dans ce domaine. Il n'y a pas de spécialisation sismique en Allemagne. On doit aller plus au sud de l'Europe pour en trouver, en Grèce, en Italie ou en Turquie. Mais la Grèce reste la meilleure option. Aujourd'hui, 42% des Allemands ont plus de 50 ans. Si rien n'est fait, le pays manquera de 6 millions de travailleurs d'ici 10 ans. Alors, ingénieurs, experts mais aussi personnel de santé deviennent une cible prioritaire pour les chasseurs de tête. À l'Agence allemande pour l'emploi, on développe même une campagne européenne de recrutement, The Job of My Life, présente sur toutes les bourses à l'emploi d'Europe du Sud. Objectif, draguer les travailleurs étrangers. Ici en Allemagne, le chômage est relativement limité. Le taux de chômage en août était de 6,3%, ce qui est très faible comparé à l'Europe. Dans un pays comme la Grèce, il est de 27%, ce qui est évidemment très élevé. Et c'est pourquoi nous ne pouvons qu'encourager les travailleurs grecs à venir chez nous, à venir à nous, quand ils ont bien sûr des qualifications adaptées. Je pense que quand la croissance reviendra en Grèce, eh bien, ces travailleurs reviendront dans leur pays avec bien entendu leurs compétences et en plus, ils parleront allemand. Depuis 12 mois, pas moins de 25 000 nouveaux travailleurs grecs sont arrivés en Allemagne. Alors comme à Nuremberg, les communautés s'organisent. Dionysos, tous les Grecs d'ici le connaissent. C'est un peu l'ange gardien de ses compatriotes. Avec son association, il fait la passerelle entre Grèce et Allemagne. Aide administrative, mais pas seulement, des cours d'allemand aussi. Maîtriser la langue de Goethe reste un sésame indispensable pour décrocher ses emplois. Ça a commencé il y a 2 ans. Pour nous aussi, c'était quelque chose de nouveau. Beaucoup de Grecs sont venus d'un coup, des familles, des jeunes, des enfants, et ils faisaient la queue devant notre bureau. Ces derniers temps, nous avons des ingénieurs, des mathématiciens, des professeurs et bien sûr aussi des médecins. Beaucoup de médecins. Et c'est le cas de Vasiliadis, docteur en biologie moléculaire et génétique. Blessé par la caricature des Grecs paresseux diffusée en Allemagne, il a quand même fait le voyage. Car en Grèce, il n'avait qu'un petit boulot de chauffeur de taxi. Il a bien failli se retrouver à dormir dans la rue. Comme il le dit, son pays ne pouvait plus le faire vivre. Je peux comprendre la plupart des Européens, leur vision de la situation en Grèce. Mais il y en a un que je ne comprends pas. C'est Schäuble, le ministre des Finances allemand. Il a dit que c'était de la faute des Grecs. Il peut bien sûr accuser le gouvernement qui a mal dirigé le pays, mais il ne doit pas accuser le peuple. Si on m'appelait et qu'on me disait « Tu as une offre d'emploi en Grèce », je serais dans le premier avion pour y retourner. Pour l'instant, Vasiliadis continue son aventure dans l'Eldorado allemand. Son équivalence de diplôme tamponnée en main, l'homme est en attente d'un poste à l'hôpital de Nuremberg. Paul, on voit bien dans votre reportage que de nombreux Grecs ont fait le choix de s'exiler. Pour quelle raison ? En Grèce, le taux de chômage des moins de 25 ans frôle avec les 60%. En Allemagne, c'est seulement 8%, donc il n'y a pas photo. L'Allemagne a besoin de travailleurs. Rien que l'an passé, c'est 33 000 actifs supplémentaires qui sont venus du Sud. Il n'y a pas une position un petit peu cynique de la part de l'Allemagne que d'aller chercher ses cerveaux dans les pays en crise alors qu'elle-même a eu une attitude pas très solidaire durant la crise ? Totalement, il y a un peu de cynisme dans tout ça. Vous vous rappelez peut-être de cette une du journal allemand Bild qui titrait « Ces Grecs paresseux, ils n'ont qu'à vendre leurs îles et même l'Acropole pour sortir de la crise ». Alors on est bien loin de ce temps. Aujourd'hui, le Pôle emploi allemand a lancé une campagne à destination des pays du Sud. Ils sont présents dans toutes les foires à l'emploi de Grèce. Mais je peux vous dire aussi que certains Länder allemands ont signé des programmes d'échange avec l'Espagne et le Portugal. Et puis il y a quelque chose d'un peu intéressant, c'est qu'il y a même un VRP de luxe. La chancelière Angela Merkel elle-même, lors d'un déplacement récent en Espagne, a invité ces jeunes Espagnols à venir travailler chez elle. Merci Paul. De rien. Rentrez chez vous
Été 2013 à Londres, des campagnes publicitaires affichent ces mots à destination des immigrés clandestins, les invitant à rentrer chez eux sous peine d'être arrêtés. Des campagnes publicitaires qui ont largement alimenté le débat sur l'immigration qui fait rage actuellement en Grande-Bretagne. Flora Sauvage a traversé la Manche, direction l'Angleterre. Flora, on a eu le cas du plombier polonais et quelques années après, nous voilà avec la Grande-Bretagne qui refuse l'entrée des Bulgares et des Roumains. Oui, en fait, au 1er janvier 2014, les restrictions au droit du travail ont été levées pour les Roumains et les Bulgares. Si bien que pendant plusieurs mois, à l'automne 2013, outre-Manche, il y a eu des rumeurs insinuant que des hordes d'étrangers allaient débarquer. Dans ce contexte, à l'été 2013, des camionnettes ont sillonné certains quartiers de Londres. Les camionnettes avaient une grande campagne de publicité à l'encontre des immigrés sans papier, leur disant « Go home or face arrest ». En gros, rentrez chez vous, sinon vous allez être arrêtés. Et il y a eu également une campagne de SMS envoyée, donc on vous suit dans la banlieue de Londres. Juillet 2013, une campagne anti-immigrés s'étale dans les rues de Londres et fait les gros titres des journaux télévisés. Un durcissement de la politique d'immigration qui inquiète plusieurs secteurs d'activité en manque de main-d'œuvre, comme l'agriculture. Alasdair Brooks emploie depuis des années des étrangers pour cueillir ses fraises et ses framboises, mais au 1er janvier 2014, le programme de travailleurs agricoles saisonniers qui lui permet d'embaucher pendant 6 mois des Roumains et des Bulgares va arriver à son terme. Le but, privilégier les travailleurs britanniques. Sur les 200 travailleurs saisonniers qui sont ici, environ 180 sont étrangers. Petru a 32 ans. Dès que la saison est terminée, il repart en Roumanie. C'est ma 10e année. Oui, c'est ça, c'est ma 10e année. C'était une très bonne opportunité quand j'étais étudiant. Et puis ensuite, j'ai eu mon diplôme, j'ai fini l'université. Et finalement, j'ai continué parce que ça me plaît. Les agriculteurs comme Alasdair peinent à recruter des Britanniques pour travailler au champ. Pour ramasser ses fruits, il emploie donc des Roumains, des Bulgares, des Polonais, mais aussi des Espagnols. On n'arrive pas à trouver assez de gens dans le Kent qui soient prêts à travailler dans les champs, car c'est un travail temporaire. On est donc obligé d'embaucher des gens qui viennent de l'étranger. Bonjour Peter. Voici Peter et Roxana qui dirigent une équipe. En venant travailler en Grande-Bretagne, Roxana peut doubler son salaire et vivre correctement en Roumanie. Ici, on gagne plus d'argent. En Roumanie, on gagne 200 livres en un mois seulement. Tout le monde ici vient pour l'argent. Alasdair Brooks appréhende les effets de la fin du programme qui lui permettait d'embaucher Roumains et Bulgares, car sans cueilleurs, ses fraises et ses framboises ne pourront pas être récoltées. En fait, ce qui va se passer, c'est que la production horticole va être exportée à l'étranger. On voit déjà des producteurs de salade au Royaume-Uni avec des business en Hongrie ou en Pologne. Ils sont basés ici, mais leur production est en Europe de l'Est. Et ça ne va pas s'arrêter. Après, ce sera la Russie, la Chine, mais ça va aussi être ailleurs. Les conséquences du repli sur soi pourraient être dramatiques pour l'industrie, comme le redoute l'Union nationale des agriculteurs. Le comble, c'est que jusqu'ici nous autorisions 21 000 travailleurs saisonniers à venir ici. Et ensuite, 99% d'entre eux repartaient chez eux. Mais dorénavant, en mettant un terme à ce programme de travailleurs agricoles, ils pourront venir et travailler de manière permanente. Donc cette mesure va en fait augmenter potentiellement le nombre d'immigrés au Royaume-Uni. Sous la pression du parti UKIP, le gouvernement cherche par tous les moyens à réduire le nombre d'immigrés. Ce soir-là, un débat réunit Nigel Farage, le leader du parti eurosceptique, et d'autres orateurs. Au centre des discussions, la question de l'immigration. Juste une question. 300 000 emplois ont été créés l'année dernière. Un tiers de ces emplois est allé aux Britanniques et les 2 tiers à des travailleurs nés à l'étranger. Vous trouvez ça normal ?
Populiste, Nigel Farage agite le spectre de l'invasion d'étrangers qui mettrait à mal la cohésion de la société anglaise. Avec Tony Blair au pouvoir, 4 millions d'immigrés sont venus au Royaume-Uni. C'est un chiffre considérable qui a conduit à des changements radicaux et maintenant la majorité du pays dit « Attendez, je n'ai jamais voulu ça ». On doit avoir une politique d'immigration dont le principe est de faire venir des gens sans casier judiciaire, sans maladie et avec des compétences à apporter. En 2004 déjà, la Grande-Bretagne avait ouvert ses portes à la Pologne qui venait d'entrer dans l'Union. 9 ans après, un demi-million d'immigrés comme Łukasz se sont installés outre-Manche et le polonais est devenu la deuxième langue parlée en Angleterre. Pour le représentant des Polonais de Grande-Bretagne, le discours anti-immigré ambiant est l'éternel débat qui agite le Royaume-Uni. En 2004, la Grande-Bretagne avait besoin de sang frais parce que l'économie était en pleine expansion. Mais maintenant, le contexte est très différent. Aujourd'hui, après 9 ans, la situation économique n'est pas très bonne et les gens ont un peu peur. Tiraillé par les bons scores du UKIP, David Cameron veut se montrer inflexible sur la question de l'immigration. Mais ses marges de manœuvre sont limitées, car les règles de libre circulation en Europe s'appliquent à tous, y compris à la Grande-Bretagne. Flora, on voit clairement dans votre reportage que la Grande-Bretagne a d'énormes besoins de main-d'œuvre. Alors finalement, quel est le but de David Cameron ? Alors son but, c'est de faire passer sous la barre des 100 000 le nombre d'arrivées nettes d'immigrés en 2015. Il veut durcir les conditions d'accès, notamment aux prestations sociales. Il a bien dit que le système de santé n'était pas un système de santé international, mais c'était un système de santé britannique qui doit être réservé en premier lieu aux Britanniques. C'est tout un ensemble de mesures qui visent à décourager finalement les immigrés à venir en Grande-Bretagne. Et Flora, comment ces actions ont-elles été perçues dans les pays étrangers ? C'est sûr que ces campagnes anti-immigrés ont été plutôt mal perçues, aussi bien en France qu'en Roumanie, en Bulgarie. Les immigrés que j'ai rencontrés dans les champs dans le Kent étaient assez choqués par les propos qui étaient tenus à leur encontre, d'autant qu'eux ne souhaitaient pas s'installer sur le sol britannique. Ils souhaitaient juste travailler pendant 6 mois et puis repartir dans leur pays. Puis il faut quand même dire que malgré toutes les prédictions qui avaient été données, il n'y a pas eu d'afflux massif d'immigrés en Grande-Bretagne depuis le 1er janvier 2014. Merci Flora. S'il y a un pays qui est ravi de cette libre circulation, c'est bien le Portugal. Pour faire face à la crise et attirer les investisseurs étrangers, tous les moyens sont bons, y compris offrir une exonération d'impôts aux riches retraités européens. C'est Mounir Soussi qui nous en parle. Mounir, comment expliquer l'engouement des retraités européens pour le Portugal ? Alors, dans les années 2000, la destination privilégiée pour les retraités européens, c'était le Maroc. Le Maroc, avec son niveau de vie très bon marché, qui donnait des conditions de vie très confortables pour les retraités qui s'installaient là-bas. Mais depuis les printemps arabes, eh bien, les retraités réfléchissent à 2 fois avant de s'implanter, d'investir dans un pays où il pourrait potentiellement y avoir des troubles politiques, même si aujourd'hui le Maroc reste stable. Mais Mounir, j'imagine que ce n'est pas que le soleil portugais qui attire ces retraités. Bien non, le gouvernement fait une offre très séduisante pour attirer les retraités, une incitation fiscale pour les inviter à poser leurs valises au Portugal. Alors vous imaginez que ce cadeau fiscal passe assez mal, notamment chez les retraités qui eux voient leur pension de retraite fondre à chaque cure d'austérité. Et donc on vous suit à Lisbonne. Habitué à voir sa population s'exiler, le Portugal serait-il sur le point de devenir une terre d'accueil ? Si le pays a la cote auprès des touristes, de nombreux Européens songent à y poser leurs valises, notamment les retraités. Cédric est français et agent immobilier à Lisbonne. Depuis plusieurs années, il conseille les candidats à l'installation. Oui, tiens, là, je viens de recevoir un mail du frère de celui qui habite au Luxembourg. Lui, il habite en France et il est retraité, il veut les mêmes informations pour pouvoir s'installer ici. Okay. Donc je pense que tu le prends. Très bien, très bien. Depuis quelques mois, ses clients ont changé. Le Portugal devient la destination pour passer ses vieux jours. On a noté une augmentation mais exponentielle du nombre de retraités qui souhaitent s'installer au Portugal ou qui font des demandes au moins pour s'installer à Lisbonne. Ça, c'est très marqué. C'est très marqué, c'est vraiment très net. On a aujourd'hui pratiquement une demande par jour, 2 demandes par jour, ce qui n'était pas le cas encore il y a 6 mois.
Car depuis le début de l'année 2013, le gouvernement propose une mesure fiscale très attirante pour les seniors étrangers, une exonération d'impôts pendant 10 ans pour les anciens salariés du privé. Seule condition, résider la moitié de l'année sur le territoire. Jacques, un ancien Parisien, s'est installé à Lisbonne il y a 6 mois. De toute façon, j'avais choisi de venir m'installer au Portugal. Et pour la ville, pour le climat, pour la gentillesse et disons le côté extrêmement accueillant de nos amis portugais. À la clé, un cadre de vie agréable et une réduction substantielle de ses impôts. Je cherchais un moyen de pouvoir minorer la charge fiscale qui m'est imposée actuellement. Le Portugal accueille à bras ouverts ce type d'exilés. Le pays en quête d'argent frais compte sur eux pour sortir de la crise. Dans ce cabinet d'avocats fiscalistes, on légitime cette politique. Il faut attirer des personnes d'autres pays pour vivre et en même temps pour solutionner des problèmes économiques aussi et des recettes fiscales. C'est vrai qu'ils vont être ici en train de vivre et ils vont payer le TVA tous les jours, tous les impôts en ce qui concerne leur patrimoine. Et ce sera une façon aussi d'augmenter les revenus fiscaux du gouvernement. Depuis 3 ans, le gouvernement portugais fait face à une grogne sociale sans précédent. Les coupes budgétaires successives ont fait descendre des milliers de personnes dans la rue. Dans les cortèges, de plus en plus de tempes grises, comme cette ancienne bibliothécaire qui a perdu 400 € de pension en 2 ans. Alors les cadeaux fiscaux accordés aux étrangers sont durs à avaler. Depuis 1 an, elle milite dans une association de défense des retraités. Aujourd'hui, ils sont plus de 5000. Les Européens ne sont pas nos ennemis. Nous devons nous unir, mais il faut que les gens comprennent qu'ils ne peuvent pas choisir l'endroit où ils vivent juste en fonction des avantages fiscaux qu'il offre. Des conditions de vie de plus en plus difficiles pour la population portugaise. Dans ce centre de santé de la banlieue de Lisbonne, les journées sont rythmées par les flashs d'information. À la une, encore et toujours la crise économique. Au moment où je vous parle, la réunion entre les ministres portugais et les commissaires européens vient de se terminer. La journée va se poursuivre par un déjeuner de travail. Ici, ces pensionnaires ont vécu l'essor économique du Portugal depuis son entrée dans l'Union européenne. Aujourd'hui, marche arrière. Comme tous, ils subissent de plein fouet les réductions budgétaires. J'ai 87 ans et avec ce nouveau gouvernement, aujourd'hui, j'ai perdu la gratuité de certains soins. Je ne suis plus indemnisée. Pour Isabelle, à la tête du centre, les plans d'austérité successifs pèsent sur les budgets et sur la qualité d'accueil. Nous n'avons pas assez d'argent pour acheter la nourriture, les médicaments. Et on sent bien que l'on doit réduire tous les services que l'on propose. On ne peut plus en faire autant. C'est très dur pour les gens de vivre avec des retraites qui n'arrêtent pas de baisser. Et les coupes vont se poursuivre. Le prochain budget table sur 4 milliards d'économies et les retraités vont de nouveau en pâtir. Le gouvernement a déjà prévu de baisser de 10% les pensions des fonctionnaires. Mounir, on voit bien que ce phénomène inquiète les retraités portugais. Quelle est son ampleur ? Alors aujourd'hui, il y a environ 2000 retraités français qui sont enregistrés au Portugal. Donc ce n'est pas encore un exode massif, mais le gouvernement espère attirer 20 000 retraités en provenance de toute l'Europe dans les prochaines années. Et l'immobilier apparaît comme le principal produit d'appel. Et dans le reportage, le retraité que l'on voit, il m'expliquait qu'il était en contact avec des partenaires de Bahreïn qui avaient pour projet de racheter un immeuble complètement délabré au cœur de Lisbonne, de le réhabiliter et de le transformer en hôtel de luxe. Et ces mesures, bien sûr, procurent d'autres avantages. Oui, car pour tout achat immobilier de plus de 500 000 €, eh bien, le Portugal a décidé d'accorder un visa valable 5 ans à tous ses acheteurs. Un visa qui ouvre les frontières de l'espace Schengen à son possesseur. Du coup, ils peuvent circuler librement en Europe. Donc c'est un moyen assez simple pour les riches extra-communautaires de s'acheter un permis de circulation qui leur permet après de mener leurs affaires sur tout le continent. Et la question du blanchiment d'argent se pose. Alors du blanchiment qui peut provenir de Chine, de Russie ou même des Balkans. Et pour l'instant, eh bien, la Commission européenne n'a pas clarifié la situation, laissant les mains libres à tous ces pays qui veulent attirer ces riches investisseurs. Merci Mounir. Merci.
Voilà, c'est fini pour ce nouveau tour d'Europe de la rédaction. Rendez-vous très vite sur Public Sénat et tous les jours sur publicsénat.fr. Peu connue du grand public, elle pourrait occuper le poste clé et convoité de maire de Paris.